Les titres de cette édition, 1 mort et 4 blessés, c'est le bilan de l'effondrement de la dalle d'une maison à Pikine d'Alifor cette nuit. La victime est un bébé, les blessés étaient tous endormis au moment des faits. Profanation des cimetières de Pikine, le présumé coupable devant le procureur aujourd'hui. Le fossoyeur accompagné des limiers à la reconstitution des faits reconnaît son tort, mais refuse de s'épancher sur les commanditaires de cet acte. Le bras de fer entre élèves maîtres et le ministre de l'Éducation nationale se poursuit. Accusés de fraude et triche, mais réhabilités par la Cour suprême, ces élèves demandent leur réintégration dans le corps des enseignants et dénoncent le soutien des députés au ministre Serine Beikam. C'est une violation de la Constitution, argue-t-il. Et puis en sport, le Sénégal face au Nigeria pour une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Coup d'envoi cet après-midi à 15h au stade Léopold Sédar Senghor. Nous en parlerons avec Lamine Gueye. À suivre, la revue de la presse de Fabrice Ngema. Ce sera comme tous les matins en fin d'édition. Bienvenue. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. Bienvenue d'Alifor, effondrement de la dalle d'une maison durant la nuit. Le bilan est d'1 mort et de 4 blessés. La victime est un bébé. Le père, sa mère et 2 autres enfants ont été également blessés. C'est le revêtement intérieur d'une pièce qui est tombée sur eux alors qu'ils étaient dans les bras de Morphée. Les faits se sont passés à la cité Belvédère. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place. Nous restons à Pikine et c'est pour parler cette fois du fossoyeur présumé profanateur des tombes au cimetière de Pikine qui sera déféré aujourd'hui devant le procureur. Hier, il est retourné sur les lieux en compagnie des policiers pour une reconstitution des faits, mais il n'a pas montré aux limiers les 4 tombes profanées, seulement 3. Pour l'heure, beaucoup de zones d'ombre entourent encore cette affaire. Correspondance, Younoussa Baldé. Le repos n'est pas encore éternel pour les morts enterrés au cimetière de Pikine. Entre profanation de tombes et découvertes macabres, le repos est très souvent perturbé. Le fossoyeur présumé auteur des actes de profanation commis au cimetière de Pikine est un homme qui serait âgé d'une 50aine d'années. Il est gringalé et de taille moyenne. L'homme a passé 14 ans au cimetière de Pikine exerçant le métier de fossoyeur. Sayer Ning a été appréhendé le vendredi dernier après la dernière profanation des tombes. Hier, il est retourné sur les lieux avec les limiers de Pikine pour une séance de reconstitution des faits. Cependant, la séance n'a pas donné tous les résultats attendus. En effet, le fossoyeur présumé n'a indiqué aux limiers de Pikine que 3 des 4 tombes profanées. Malgré les recherches intenses, il n'a pas montré aux limiers la 4e tombe, arguant qu'il s'est complètement perdu. Mais selon une source policière, Sayer serait le maillon essentiel du réseau des profanateurs du cimetière de Pikine. Mais veut-il protéger ses complices? Qui sont ces gens cachés derrière mystère et boule de gomme? Quoi qu'il en soit, il sera déféré aujourd'hui et placé sous mandat de dépôt. Pikine, Younoussa Baldé, Zik FM. Younoussa Baldé, je vous le disais en titre, les élèves maîtres demandent ni plus ni moins que leur intégration dans le corps des enseignants. Face à la presse hier, ils estiment que le droit a été dit en leur faveur et il faut donc l'appliquer. Ils en ont profité par la voix de leur avocat pour déplorer la sortie de certains députés qui demandent au ministre de l'Éducation nationale de ne pas appliquer la décision rendue par la Cour suprême. Une violation flagrante de la Constitution. Compte rendu Alassane Baldé. La récente sortie de certains députés soutenant le ministre de l'Éducation est qualifiée de scandaleuse par les élèves maîtres. Face à la presse hier au siège du SAEMS par la voix de leur avocat, ce dernier parle d'ailleurs de violation de la Constitution. Maître Alun Sow. Comment peut-on concevoir que des députés qui sont au siège de la loi puissent demander à un ministre de la République de violer cette loi? Nous sommes dans quelle République? Cette réaction des députés et du ministre met à rude épreuve l'état de droit. Et les élèves maîtres, les 690 élèves maîtres n'ont jamais fraudé. Il faut que ça soit clair. Ils n'ont jamais fraudé. Pour ces élèves maîtres, si tricheurs il y en a, il faut voir du côté du ministre et de son entourage. On est des Sénégalais logiques, corrects et loyaux qui respectent la décision de la justice. Alors aujourd'hui, ils doivent se poser la question à savoir où se trouve le tricheur, le voleur ou le fraudeur. Ainsi, leur avocat exige même la démission du ministre qui a été débouté par la Cour suprême. Le ministre est le premier responsable de ce qui arrive. Il vient jusqu'à trouver de si graves dysfonctionnements dans son département, mais la conséquence logique dans un état de droit, c'est sa démission. Ces élèves maîtres qui ont décidé de ne plus verser dans la polémique tiennent que l'heure est au respect du droit car il a été rendu en leur faveur. Patoudoua Buldeuse, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, Mamoud Lamine Dianté a également dénoncé
cette circulaire du ministre qui voudrait porter le nombre d'élèves dans les salles de classe à 80. Pour ce dernier, cela est inacceptable car il y va même de la qualité des enseignements et de l'apprentissage. Donc, Lamine Santé, je vous propose de l'écouter. Que tant que l'effectif ne dépasse pas 80, on n'a pas le droit de scinder la classe en deux. Si c'est un ordre, nous ne respecterons pas cet ordre-là parce que nous ne sommes pas en service commandé. Nous sommes des enseignants. Et nous allons refuser d'exécuter cet ordre-là et nous encouragerons les enseignants à refuser d'exécuter cet ordre. Nous encouragerons les élèves à refuser de rester à 4 portables bancs. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et avec cette circulaire-là, évidemment, la qualité va déserter nos classes. Depuis, nous reparlons de cet autre bras de fer entre Mamadou Goudiaby et le directeur de Dakar Demdik, le syndicaliste. Donc, Mamadou Goudiaby était hier avec son avocat, Maître Moussa Diop, auditionné durant près de 4 heures par l'inspecteur du travail. Chaque temps a brandi des arguments pour se défendre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une raffinerie d'or sera implantée au Sénégal en 2016. C'est le ministre de l'Industrie et des Mines qui annonce cette importante innovation. Des négociations sont très avancées et cette unité sera un hub sous-régional et va profiter au secteur de la bijouterie en difficulté. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye hier était devant les députés pour le vote du budget 2016 de son département. Un budget un peu plus de 9 milliards de francs CFA contre 21 en 2015, soit une baisse de 12 milliards. Le ministre de l'Industrie et des Mines annonce par ailleurs la relance de certaines entreprises en difficulté l'année prochaine. Aly Ngouille Ndiaye de soutenir dans le même sillage que le nouveau code minier sera accéléré au profit de l'État mais aussi des populations des zones minières. Compte rendu, Ndeydi Mendaw. La SUNEOR a considérablement baissé sa production. Les députés s'alarment et interpellent le ministre de l'Industrie et des Mines sur l'arrêt de la quasi-totalité des unités textiles. Selon le ministre du Budget, des financements innovants sont prévus en 2016 pour redresser les entreprises en difficulté et la SUNEOR est fin prête pour la reprise. Birima Mangara. La relance de la filière arachidière pour permettre à SUNEOR de redémarrer toutes ses unités de structuration. Compte tenu de tout cela, je peux affirmer que la SUNEOR est prête pour la reprise d'activité. Entre autres questions soulevées par les parlementaires, l'exonération accordée par les services de l'État portant sur la fiscalité, mais surtout les contrats miniers négociés au grand désintérêt des populations. Le ministre de l'Industrie et des Mines rassure et parle très bientôt de l'entrée en vigueur du nouveau code minier. Nous avons déjà en 2013, juste après la publication du rapport, ouvert des négociations avec Sabodala. Des éclairages relatifs au sous-secteur industriel ont été également apportés. En ce sens, un programme de 500 unités de transformation sera lancé sur toute l'étendue du territoire. Les études pour le financement de la deuxième phase du parc industriel de Diamniadio sont en cours, affirme Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l'Industrie et des Mines estime d'ailleurs que cette situation explique la baisse drastique de son budget de plus de 12 milliards de francs CFA, un budget voté à l'unanimité. Avant le ministre de l'Industrie et des Mines, il y avait le ministre de l'Intérieur. Entre autres questions abordées avec les députés, la menace terroriste. Pour le leader de Bosdounia, que le contrôle des sermons des imams chaque vendredi n'est pas une solution pour lutter contre le terrorisme. Mansour Sy Djamil répondait ainsi à une proposition d'un collègue député. Selon lui, le gouvernement ne doit pas dicter aux imams le contenu de leurs sermons. Je vous propose de l'écouter avec Abdelaziz Sow. L'État n'a pas le droit de dire à l'imam ce qu'il doit dire. À partir de ce moment-là, s'il le fait, il faut qu'il le fasse à tout le monde. Les imams aussi ont le droit de dire. En tout cas, ils ont le droit de faire un khutbah ou bien un sermon qui ne soit pas dicté par l'exécutif. C'est inacceptable. Donc il ne faut pas qu'ils mettent à dos le gouvernement par rapport au... C'est pas l'imam qui est important, c'est la population qui est importante. Et la population ne va jamais accepter, cette population sénégalaise, qu'on dicte aux imams ce qu'ils doivent dire le vendredi. Peut-être qu'il y a 5 ou 6 imams qui passent à côté, mais quand même l'écrasante majorité des imams. Donc c'est une question sans fin, le gouvernement ne doit même pas l'accepter. Retournons à Pikine et c'est pour parler du mouvement d'humeur des élèves du lycée de Pikine. Les élèves de cet établissement scolaire sont en danger. 2 salles de classe menacent de s'effondrer à tout moment suite à l'affaissement d'une partie du mur de clôture. Inquiets, ces lycéens qui ont observé 48 heures de grève comptent d'ici une semaine marcher jusqu'à la préfecture pour se faire entendre. En Assemblée générale, ils n'ont pas manqué de rappeler à Aliou Sall, le maire de Guédiawaye, ses promesses de réhabiliter ce lycée. Correspondance Nanko Bakayoko.
Les élèves du lycée de Pikine étudient dans une peur bleue. Une partie du mur de clôture s'est affaissée. 2 salles de classe risquent de s'effondrer à tout moment. Une situation qui motive les élèves à décréter 48 heures de grève pour avertir l'opinion. Adama Sen, élève en terminale, porte la parole. À chaque fois, ils pensent à ce que les 2 salles de classe s'effondrent. Nous ne pouvons plus attendre. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Outre cette situation, le lycée de Pikine manque presque de tout. Nous n'avons pas de professeurs d'économie. Il nous manque de bibliothèques, de salles d'informatique, de laboratoires, des terrains de PS. En ce qui concerne la menace qui pèse sur ces 2 salles de classe, les lycéens de Pikine promettent une marche de protestation si rien n'est fait d'ici peu. On est obligé de faire la grève. D'ici 8 jours, si rien n'est fait, nous allons faire une marche du lycée de Pikine jusqu'à la préfecture. En assemblée générale, ces élèves n'ont pas manqué de rappeler au maire de Guédiawaye ses promesses. On veut des choses concrètes. Le lycée est en sale état. Monsieur le maire, nous vous prions de tenir votre promesse. Une réhabilitation du lycée de Pikine. Interpellé sur ce risque d'effondrement, le proviseur du lycée de Pikine, qui n'a pas voulu être enregistré, soutient que la direction de la protection civile qui a fait le constat estime qu'il n'y a pas péril en la demeure. Le proviseur dit attendre d'être sommé pour fermer ces 2 salles de classe. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM. Nanko Bakayoko, cap sur Kolda, qui est sans eau depuis 3 jours. Une surtension a endommagé la pompe de l'unique forage de la ville. Les populations de Kolidado se plaignent. Reportage dans les quartiers de la capitale du Fouladou, Pape Kadiali Badji. 72 heures sans eau, c'est le calvaire que vivent les populations de la capitale du Fouladou. On ne peut même pas se laver, il n'y a pas d'eau. Tu ouvres le robinet, aucune goutte d'eau. En effet, à Kolda commune, aucune goutte d'eau ne sort des robinets. Une situation qui indispose les habitants de la ville de Kolidado. Les enfants ne peuvent plus prendre le petit déjeuner. Le manque de gâte notre travail. On est fatigué. Même pour se laver et boire du thé le soir, c'est un véritable problème. Même chose dans les restaurants, laver la vaisselle est une chose difficile. On va jusqu'à Gadapara pour chercher de l'eau. On ne peut rien faire. Ce menuisier n'est pas en reste. Toutefois, pour avoir de l'eau, les puits qui jadis étaient abandonnés revoient les femmes. On va au niveau des puits. Maintenant, nous sommes obligés d'aller puiser cette eau, même s'il faut la désinfecter après. Dans tous les cas, les populations laissées à elles-mêmes, ne sachant à quel sein se vouer, prient pour le retour rapide de l'eau, une denrée vitale. Pape Kadiali Badji, Kolda, Zik FM. Sachez que la Sénégalaise des eaux, par la voix de son directeur de la communication, promet le rétablissement de la situation ce mercredi même, si tout va bien, car les techniciens sont déjà à pied d'œuvre. En attendant, l'alternative pour soulager les populations, c'est la mise en circulation de 2 camions-citernes qui ont commencé à sillonner les artères de la ville. Ndiaye Diop, il est ici avec notre correspondant. Présenter nos excuses à la population coldoise pour ces soucis liés à la desserte en eau depuis donc avant-hier. Cela est dû à un souci technique que nous rencontrons au niveau du seul forage de faire la population qui est présentement à l'arrêt puisque la pompe a quelques soucis techniques. Les équipes d'intervention s'affairent autour de cette pompe et devraient terminer les réparations et ensuite procéder à la mise en service du forage et que nous espérons au plus tard donc demain pour que la situation normale puisse donc revenir. Mais pour pallier ces soucis, nous avons pu mobiliser avec l'accord des autorités, notamment le gouverneur, et la disponibilité a été sans faille pour nous assister puisque nous avons pu avoir des camions citernes qui sont présentement en train de sillonner les quartiers de Kolda pour pouvoir alimenter les populations de la ville de Kolda. Et puis nous terminons avec plusieurs plages du pays qui ont été sillonnées durant les grandes vacances pour sensibiliser les jeunes sur la sexualité. L'ONG My Stoppers International vient de clôturer la campagne à Kermassar. Il y avait une journée de dépistage gratuit qui a permis également à l'ONG de briser le tabou sur la sexualité, mais surtout de tirer plutôt un bilan positif avec les 15 000 jeunes sensibilisés sur la santé de la reproduction
C'est un compte rendu de Idrissa Diémé. ci biir vacances yi jeunes yi fi ñuy gën a dem ci plage yi la en tout cas daal fépp foo xam ne danañu fa fekk fecc foo ak ree. C'est ce qui a motivé l'ONG Maristop International à organiser une campagne dénommée Samatour, dont la finalité est d'éduquer les jeunes sur l'importance de la santé de la reproduction. Sohaibou Diané, agent à Maristop International. Donner les jeunes le moyen de se protéger contre les IST, VIH/SIDA, contre les grossesses précoces, contre beaucoup de fléaux qui peuvent toucher leur santé de la reproduction. Nous apprenons aux jeunes à avoir une sexualité responsable. La sexualité a toujours été un tabou. Aujourd'hui, on ne doit plus faire de la sexualité un tabou ici au Sénégal. Nous devons détaboutiser la sexualité, parler avec les parents, les capacités à une méthode de communication à utiliser avec les jeunes. Les résultats de cette campagne sont plus que satisfaisants, vu le nombre de jeunes sensibilisés. Emmanuel Sénidio, coordonnateur du programme Jeunes à Maristop International. Très satisfait par rapport à ces activités-là. Nous avons sensibilisé plus de 15 000 jeunes et plus de 5 000 jeunes ont eu accès à l'offre de services, chose qui est très importante. Nous, dans notre vision, c'est d'arriver à aller là où se trouvent les jeunes et d'offrir les services de planification familiale, les services du dépistage du VIH, dépistage du cancer du col de l'utérus, mais aussi de la prise en charge des traitements d'infections sexuellement transmissibles. Sans doute, ce programme qui a sa première édition sera reconduit pour davantage sensibiliser sur la sexualité. Idrissa Diémé à Kermassar, Zik FM. C'est l'heure de retrouver dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, les demi-finales à enjeu double, c'est ce soir. Oui, double enjeu pour ces demi-finales. Il s'agit d'une place directe en finale de la CAN, mais en même temps une place pour le vol de Rio au JO. Les 4 équipes présentes ce soir ont exactement le même objectif, ce qui rend encore plus difficile. Les rencontres, elles sont toutes prévues au stade Léopold Sédar Senghor avec dès 15h Sénégal-Nigeria et à 18h30 c'est l'Afrique du Sud qui se trouve ou qui se retrouve face à l'Algérie. Et puis toujours concernant cette demi-finale, le Nigeria pourra compter sur son expérience pour transcender le public sénégalais. On peut le dire, le Nigeria est un habitué de ces genres de compétition. Déjà, le Nigeria compte 6 participations à des phases finales de Jeux Olympiques avec d'ailleurs une victoire finale. C'était en 1996. Le Nigeria, c'est aussi de bons résultats en général dans toutes les petites catégories. On atteste la dernière Coupe du Monde des cadets remportée récemment. Donc, au point de doute qu'ils auront les ressources pour transcender le public sénégalais. Le Sénégal, de son côté, cherche une deuxième participation aux Jeux Olympiques après 2012 et cherche également à accrocher une première CAN après celle perdue ici même à Dakar. C'était face justement à cette même sélection du Nigeria. Alors le public sénégalais affiche la confiance parfaite pour ce match. Oui, le public venu très nombreux lors de la dernière sortie des Lions compte remettre ça cet après-midi. Les supporters ont confiance en leur équipe, surtout après le sans faute réussi au premier tour. Le 12e Gaïndé ne doute point de la qualification de son équipe dans ce reportage signé Fatima Silla. À quelques heures de la demi-finale, les opposants au Nigeria, les supporters sénégalais font le pronostic du match. Je pense que le Sénégal est à même de battre le Nigeria dans la mesure où, au regard des 3 derniers matchs, surtout les matchs de poule, le Sénégal a produit du jeu avec des joueurs talentueux. Donc je crois bien qu'on a des arguments à faire valoir pour ce match-là. Le Sénégal va imposer son jeu sur les Nigérians, ce qu'il a fait depuis le début de la compétition. C'est juste des sports, voilà. Et en sport, chacun peut être vainqueur, quoi. Mais ça, ce n'est rien. De toute façon, toutes les deux équipes ont joué dans le terrain et chacun d'entre eux va montrer ce qu'il sait faire. Les Lions doivent jouer grandement leur chance face à une équipe du Nigeria, diminuée par l'absence de l'un de ses attaquants. Non, ça ne doit pas être facile parce que bon, le Nigeria aussi, bon, c'est une bonne équipe. Mais on a vu que l'autre joueur, comme leur meneur de jeu qui avait un cumul de cartons, comme quoi que lui, bon, il ne joue pas, ça peut lui poser un peu du mal, mais quand même, bon, c'est une très bonne équipe, ils sont motivés, bon, ce sont des très bons joueurs quand même. La demi-finale Sénégal-Nigeria est prévue ce mercredi à 15h au stade Léopold Sédar Senghor. Aïcha Kamara, Fatima Silla, donc tous au stade à 15h. Birahim, il faut mettre de côté le Agnin pour aller supporter les Lions. Voilà. Après la victoire, maintenant, on pourra calmement, bien sûr, manger et déguster son ataya, comme on le dit. Alors,
Nous parlons de la Ligue des Champions suite et fin des matchs de poule ce soir. Oui, il y a encore 5 places à prendre dans ces 8 matchs à venir. À suivre dans le groupe E, la bataille à distance entre l'AS Roma et le Bayer Leverkusen. La première place revient dans ce groupe à Barcelone. Barcelone qui se déplace sur la pelouse du Bayer alors que la Roma accueille Bate Borisov. Bate Borisov qui peut encore se qualifier à condition bien sûr de battre la Roma et espérer que le Barça batte le Bayer Leverkusen. Dans le groupe F, les choses sont claires. Le Bayern de Munich a pris la première place. Les Allemands seront opposés au Dynamo Zagreb déjà éliminé. L'autre ticket se jouera dans la finale qui va opposer Olympiakos à Arsenal. Et là, les Gunners qui comptent 3 points de retard sont obligés de gagner hors de leur base pour passer. Dans le groupe G, Chelsea et Porto, 10 points chacun qui se croisent, restent sous la menace du Dynamo de Kiev, 8 points. Le Dynamo de Kiev qui reçoit le Maccabi Tel Aviv, 0 points jusque-là, donc éliminé de cette compétition. Une victoire de Kiev éliminera le vaincu du match Chelsea-Porto, mais les Bleus peuvent se contenter d'un match nul. Les Blues, je veux dire, peuvent se contenter d'un match nul pour passer. Enfin, dans le groupe H, Valence et la Gantoise se disputent la deuxième place et c'est à distance également. Le Zénith Saint-Pétersbourg est sûr de terminer en tête de ce groupe alors que Lyon, déjà éliminé, peut encore jouer les troubles faits en se déplaçant sur la pelouse de Valence, à condition bien sûr que la Gantoise aussi batte le Zénith Saint-Pétersbourg. Attention quand même aux clubs anglais menacés, Arsenal et Chelsea, puisque Manchester United est éliminé hier. Manchester City est bien qualifié et a terminé même à la première place devant la Juventus de Turin qui était leader avant cette dernière journée. Au total, 11 clubs donc sont qualifiés jusque-là, dont le Real Madrid de Karim Benzema, auteur hier d'un triplé sur la large victoire face à Malmö, 8-0. Benzema qui demande à la Fédération française d'attendre que la justice vide son dossier avant de se prononcer. Il faut savoir que le président de la 3F devrait officialiser son exclusion temporaire de l'équipe de France demain jeudi, selon les médias français, suite à l'affaire de la sextape dont est victime un autre international français. Il s'agit de Mathieu Balbena. Une affaire donc à suivre avec la sortie demain du président de la Fédération française de football. Voilà, Birahim pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h24.